travail pour pays à travers. La symbole à la c'est nous lever. On dit quoi nous vient ou bien faire nous en aller. On dit quoi nous vient ou bien faire nous en aller. En aller, en aller, en aller, en aller. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être fidèles à Radio Apal Chikambout. Nous nous retrouvons comme chaque semaine pour l'émission Nous qu'apprendre la main. Une émission dans laquelle nous invitons des personnes ressources, vous pouvez participer, pour une discussion sereine sur les thèmes sociétaux. Des thèmes qui font divergence, où les gens ont des positions très arrêtées, mais pour lesquels nous avons le devoir de nous mettre d'accord, de parler sereinement pour trouver ce qu'il y a de mieux pour notre peuple. Donc, nous avons retenu un thème. Je vous rappelle qu'on avait prévu il y a 15 jours qu'on a dû le renvoyer, raison d'actualité oblige. Réseaux sociaux, dangers et opportunités. Alors, on ne pouvait pas ne pas faire une telle émission sans des gens qui maîtrisent le domaine. Alors, j'ai à mes côtés Tidiane Torbal, hein, qui est un jeune. Enfin, vous savez, il connaît ça. Je me suis formé moi-même, j'ai appris moi-même à manier les réseaux sociaux, à étudier comment est-ce qu'ils fonctionnent, à étudier non seulement le fonctionnement psychologique qu'ils utilisent sur leurs utilisateurs, mais à étudier comment aussi justement les créateurs exploitent ce fonctionnement psychologique pour retenir les consommateurs sur leur plateforme. Bon, et puis une autre personne ressource qui ne pouvait pas être mieux indiquée, puisqu'il s'agit d'Alexandre Martial, qui est formateur, justement, dans une société Up and Space. Dis-nous en quelques mots. Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de Radio Apal Chikambout. Donc Alexandre Martial, responsable formation et ancien formateur. Pour l'association Open Space située à Rivière-Salée, on accompagne dans les démarches numériques, dans l'inclusion numérique, dans l'appropriation, notamment par le grand public, les enfants, les seniors, de tous ces outils. Et nous déployons également des formations pour les professionnels. C'est dans ce cadre que nous avons les ressources pour pouvoir discuter du sujet d'aujourd'hui qui est très intéressant. Merci en tout cas de répondre à notre invitation. Alors, dans ce format-là, nous voulons comprendre d'abord quels sont ces réseaux sociaux dont on parle, qu'est-ce qu'il y a dedans, à quoi ils servent, quel public ils touchent. Et puis, ensuite, nous allons voir les dangers dont tout le monde parle, à savoir les addictions, les effets sur la santé physique et mentale, et les conséquences sur les liens sociaux qui changent là. Hein. On ne se parle plus, on est dans un mariage et puis tout le monde est sur son iPhone. Donc les dangers, mais aussi les opportunités, puisque ça libère une forme de parole, une forme de démocratie directe avec toutes les difficultés qu'on suppose. Et puis nous allons voir donc comment utiliser tous ces réseaux sociaux pour l'émancipation humaine. Comment faire en sorte que nous prenions la main sur ces questions-là. Peut-être que ça va nous amener à parler plus généralement des nouvelles technologies de la communication et de l'information. Donc, pas seulement les réseaux sociaux, mais les agences de téléphonie, etc. Donc, voilà ce à quoi je vous invite aujourd'hui. Je rappelle qu'on peut téléphoner au 0596 96 30 65 pour poser des questions qu'on va retransmettre ici. Et puis nous avons deux stagiaires là qui nous assistent, qui eux aussi éventuellement peuvent poser des questions et faire des remarques également. Donc on va commencer tout de suite. Bon alors, Tidiane, dis-nous, réseaux sociaux c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et ça parle à qui s'en intéresse? Globalement, les réseaux sociaux, ces dernières années, ça parle à de plus en plus de personnes. Dans les faits, c'est quelque chose de très populaire. Tout le monde le sait, ça ne sert à rien de le dire. On a plusieurs réseaux sociaux différents, créés et utilisés par un nombre de personnes juste astronomique. On peut parler dans un premier temps
celui qui a fait le plus parler le plus tôt, Facebook, qui malheureusement aujourd'hui est un peu, je dirais pas malheureusement, mais qui aujourd'hui est parfois un peu déserté. Il est souvent plus utilisé par les entreprises pour faire des publicités, souvent des petits entrepreneurs. Ensuite, on a celui qui est, à mon avis, est parmi les plus utilisés en ce moment, Instagram, qui lui est vraiment le réseau des influenceurs, entre guillemets. C'est le réseau sur lequel tout le monde partage sa vie en ce moment. On a Snapchat aussi, qui est un peu dans le même style, mais qui lui utilise des snaps, c'est des formats beaucoup plus courts, souvent sous forme de ce qu'on peut appeler des stories. TikTok qui est le réseau extrêmement populaire ces dernières années. Des formats très courts, souvent de 1 minute, qui visent souvent les plus jeunes, moi y compris d'ailleurs. YouTube, lui, utilise souvent des formats plus longs, 10, 15, 30 minutes. Ces dernières années même, des vidéos de 1 heure, 2 heures, qui sont souvent plus informatives, plus denses en information et souvent, je trouve aussi, plus intéressantes. Alors, même question au responsable de formation. Alors, donc, je pense que c'est très important de définir le réseau social, que tout le monde s'y retrouve. Donc, ça va être une application, un logiciel, un site sur lequel on va pouvoir, tout au chacun, créer un compte. Et sur ce compte, créer du contenu. Ça peut être du texte, ça peut être de l'image, ça peut être de la vidéo, ça peut être de l'audio. Un individu, une société, n'importe qui peut créer un compte. Peut créer un compte. Alors, on parlera tout à l'heure de la question des limitations d'âge, des réglementations autour de la question, et comment c'est pas forcément toujours respecté ou mis en place. Mais en tout cas, oui, c'est-à-dire que Jean-Bernard, dans la campagne du Carbet, il peut se dire, bon, ben, j'ai mon téléphone, j'ai Internet, je me connecte à telle ou telle application. S'il peut publier du contenu, une photo du Carbet par exemple, s'il peut avoir des réactions à cette photo, des personnes qui vont peut-être liker, partager, commenter, avec des éléments de langage qui sont propres à chaque application, mais en gros, si vous pouvez dire que vous aimez, écrire un message dessus, envoyer à quelqu'un d'autre, là on est sur un réseau social, et comme l'a très bien fait Tadiane, c'est bien ça ? Tidiane, pardon. Sur la liste des réseaux sociaux, effectivement, on va retrouver Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, et tout ça donc permet donc de diffuser du contenu, de partager et d'en créer. Bon, alors, n'importe qui, c'est ça qui est important, peut créer un compte et intervenir. Oui. Est-ce qu'il y a un contrôle des États, d'affaires, qui limite la possibilité de dire ou de faire? Alors, si on se positionne donc dans le droit français, le droit français forcément régit également certains éléments, donc on n'a pas le droit de dire ou de faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui ferait l'apologie du terrorisme pourrait donc, sur n'importe quel réseau social, pourrait donc être poursuivi et condamné pour ces faits-là. Et sur la question de est-ce que n'importe qui peut créer du contenu ou créer un compte, oui, au point où maintenant on a des IA qui ont des comptes Instagram, des comptes Facebook, et qui sont présentés comme tels, assumés comme tels. Donc oui, et ça peut poser des questions, notamment sur la question des enfants. Est-ce qu'un enfant qui de 16 ans accompagné avec ses parents, techniquement il ne peut pas créer de compte Instagram en France, mais on constate que souvent c'est le cas, et ça pose justement beaucoup de questions autour de de comment on va gérer ça. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qui est plutôt à l'avantage en fait, des GAFA, donc les grands groupes des réseaux de technologie, notamment américains. Parce que l'objectif, c'est que plus il y a de monde sur un réseau social, plus vous avez des utilisateurs, plus vous les gardez sur ce réseau social, plus vous pouvez monnayer l'utilisation de ce réseau social, publicité, ainsi de suite. Je vais revenir sur cette importante question, mais je me retourne vers toi. On a parlé de législation, mais tu as laissé entendre dans ta première intervention que psychologiquement, il y a des abus. Est-ce que vraiment, il y a un contrôle sur ce qui est publié? Est-ce qu'on peut modérer et quel effet ça a sur l'opinion des gens? Alors, les entreprises mènent un travail de modération sur les réseaux sociaux. C'est un travail qui est pour eux long, fastidieux, c'est-à-dire qu'ils payent des gens pour regarder les vidéos, savoir si elles doivent être, en fonction de si elles sont signalées ou non, savoir si elles doivent être supprimées, si les comptes doivent être strikés, en tout cas c'est comme ça qu'ils le disent sur YouTube. Donc oui, il y a un contrôle vis-à-vis des entreprises sur ce qui est publié. C'était quoi la suite de la question? Quel effet ça a sur les gens, cette liberté est-ce qu'elle est vraiment contrôlée? Alors, oui, c'est contrôlé parce qu'il faut forcément un contrôle,
Mais quel effet ça a sur les gens réellement? Il est multiple. C'est un effet multiple. Comment expliquer ça? C'est l'objectif, comme il disait, des réseaux sociaux, c'est vraiment de garder le plus de monde que possible, garder le plus de monde que possible, retenir la capacité d'attention des gens, et pour pouvoir monnayer cette capacité d'attention. L'objectif, c'est de pouvoir montrer aux gens des publicités, etc. Et donc forcément, ils utilisent ce qu'on appelle des dark patterns, souvent, qui leur permettent de retenir ces personnes sur ces réseaux. Ou de justement les faire revenir. Il y a beaucoup de réseaux qui abusent des notifications. Je prends l'exemple de LinkedIn, c'est un réseau social pour le travail, qui abuse énormément des notifications pour faire revenir les gens sur LinkedIn, alors qu'en fait la notification n'avait strictement aucun sens. Ah oui, justement, tu as signalé les GAFA. Ça, c'est les grandes entreprises, Google, Amazon, et c'était Facebook à l'époque. Meta maintenant. Voilà. Mais ils ont plus de pouvoir que les États, toutes ces belles législations qu'on a. En face, un Elon Musk qui dit non, moi je fais ce que je veux, et puis c'est lui qui a la technologie. Alors, est-ce que c'est vraiment possible de modérer, quelle que soit sa bonne volonté? Alors, très bonne observation. Moi, je distinguerais deux choses. Il y a des questions techniques, comme l'a dit Tidiane. Pour modérer des contenus, il faut une équipe de modérateurs ou des IA entraînés à repérer des contenus problématiques, ce qui va représenter un coût, parce qu'on est dans une société, enfin, dans une optique capitaliste pour ces entreprises-là, donc forcément que, de recruter des personnes pour pouvoir modérer, et donc il y a la difficulté technique d'une part, et il y a la volonté de faire. Ça, c'est deux choses différentes. Et évidemment, puisqu'on est dans une société capitaliste, ces entreprises qui pèsent énormément en termes de finances et donc de pouvoir d'influence, ça peut être très opaque d'observer quels sont les vrais moyens de contrôle. Et on a observé en tout cas un basculement aux États-Unis depuis la deuxième élection, le deuxième mandat de Trump, où sur le premier mandat, avec l'assaut du Capitole, il y avait beaucoup d'éléments de modération, de retrait de chaînes, de ban, donc de bannissement de créateurs de contenu au motif que ils donnaient des informations qui étaient mensongères. Et maintenant, avec cette nouvelle élection de Trump, là, on a un revirement des GAFAM qui sont plutôt sur une ligne au nom de la liberté d'expression, on n'a pas le droit de modérer, ce qui, à mon sens, en tout cas, personnellement, est un discours qui est plutôt facile à tenir, parce qu'il dédouane justement des vraies responsabilités, parce qu'à partir du moment où vous permettez aux personnes d'échanger, de partager, de diffuser, et qu'en plus, parce qu'on va devoir en parler aussi, vous avez des algorithmes, parce que tout ça, ça fonctionne sur un système d'ingénierie assez fine. Les algorithmes, ils vont mettre en avant tout ce qui va faire réagir, et pas forcément réagir positivement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va prendre sur YouTube ou sur Instagram, quelqu'un qui dit que la Terre, elle est plate, ou même que la Martinique n'existe pas. Bon, quelqu'un fait une vidéo, dit la Martinique n'existe pas, elle n'a jamais existé. Mais si sa vidéo fait 300 000 vues, 48 commentaires, même si les commentaires sont négatifs et disent un tas de choses qui hurlent à colère et compagnie, mais ce sera plus mis en avant qu'une vidéo de quelqu'un qui va faire un reportage documenté sur l'histoire de la Martinique. S'il n'a pas plus de vues, s'il n'a pas plus de réactions, elle aura tendance à être invisibilisée au profit d'autres contenus. Et c'est ça la vraie responsabilité pour moi des GAFAM, parce qu'on ne peut pas dire je crée un espace d'échange et ne pas garantir le respect et la véracité, en tout cas la fiabilité des informations qui sont diffusées. Là, tu as dit déjà le sous-entendu, un capitaliste cherche son profit et puis les lois. Mais on va revenir sur cela quand on va parler des NTIC en général, les nouvelles technologies. Je voudrais là maintenant qu'on s'arrête sur les dangers de l'utilisation de ces réseaux sociaux sur le point de vue physique et sur le point de vue mental, et notamment celui des jeunes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut commencer? Je veux commencer. Vas-y. Donc, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui déjà, le smartphone, c'est devenu le prolongement de la main. Il n'est pas rare de voir des enfants, on va dire généralement à l'arrivée du collège, peut-être même un peu avant, donc vers 10-11 ans, avoir un smartphone en main, être capable de l'utiliser et aller sur les réseaux. Ce qui fait que forcément, c'est quelque chose qui échappe souvent au regard des parents. Et ces enfants, quand ils sont sur Instagram, quand ils sont sur n'importe quel réseau social, ils vont être confrontés
à des contenus qu'ils n'ont pas forcément choisis, puisque l'algorithme va pousser des contenus en avant, et d'une part, il va y avoir un effet de captation d'attention, comme disait Tidiane, c'est-à-dire que tout est fait pour que vous restiez. Hein, vous commencez à scroller sur TikTok, vous pourriez passer 24 heures, vous pourriez continuer à scroller. Il y aura toujours quelque chose, toujours du contenu, toujours quelque chose de proposé. Et c'est fait pour être court, pour attirer l'attention, voilà, c'est des choses qui sont basées sur notre mécanique de cerveau. Donc déjà, l'enfant, le jeune, il va avoir un problème de perception du temps, parce que le temps passe plus vite quand on est en train de scroller, on ne voit pas le temps passer. Le cerveau perd l'habitude de développer une pensée critique, et au-delà de ça aussi, on va avoir des éléments d'isolation sociale, parce que là, je suis sur mon téléphone, je suis tout seul, je suis entre guillemets dans ma petite bulle. En plus, je peux ne choisir que d'écouter des choses qui me rassurent moi. Je n'ai pas à aller à réfléchir au monde, ou si voilà, mes parents ils sont nuls, je tombe sur des contenus qui disent oui, les parents ils sont nuls, ça me conforte, et je reste dans cette petite bulle, ce qui m'empêche de m'ouvrir au monde, ce qui m'empêche d'accepter de développer ma pensée critique, d'accepter que mon opinion n'est pas une vérité absolue, que je peux avoir une opinion différente de celle des autres et que ce n'est pas un problème. Et après, on a toutes les problématiques, tous les dangers qui sont soulevés de manière générale. Donc quand un jeune, ou même un moins jeune, qui n'est pas ancré au niveau cognitif, au niveau du cerveau, au niveau de son rapport aux autres, quand il va tomber sur des contenus masculinistes, quand il va tomber sur des contenus dépressifs, parfois des contenus qui poussent au suicide, on a noté ça. Donc là, c'est là tous ces dangers qu'il peut y avoir et qui sont souvent invisibilisés parce que c'est quelque chose qui échappe encore souvent à la vigilance de la famille, parce qu'on se dit, bon, il est sur son téléphone, qu'est-ce qui pourrait lui arriver de mal? Il est là tranquillement, on ne s'en préoccupe pas forcément, il n'y a pas forcément beaucoup d'échanges sur la question, et c'est très difficile, encore une fois, pour l'environnement familial ou éducatif, d'avoir accès à qu'est-ce qu'il regarde exactement. Alors, on a beaucoup parlé de l'effet sur les jeunes, les moins jeunes, qui ne travaillent plus, qui deviennent hyperactifs, et on disait, même au Japon, ils ont fait des études, qui ont des véritables pathologies psychiques, à cause de ça. Mais comme Tidiane, tu disais, ce n'est pas les jeunes seulement, ils sont particulièrement concernés, mais c'est tout le monde. Absolument, oui. En fait, sur tous les réseaux, il y a des créateurs qui forcément visent une tranche d'âge particulière. Si certains visent les plus jeunes, les 5-10 ans parfois même, d'autres créateurs créent un contenu qui est souvent beaucoup plus populaire, qui est souvent pour une tranche d'âge beaucoup plus large, donc qu'un homme de 43 ans, même de 64 ans, pourra regarder sans problème, toujours même avec ces mêmes problématiques de rétention d'attention. Ils font un concept avec plein de lumière, des flashs, de la musique, etc. Et donc finalement, si les enfants sont extrêmement touchés, les adultes non plus ne sont pas immunisés face à ce phénomène. Finalement, je le vois avec mes parents, je le vois parfois avec mon grand-père. C'est pas rare quand on est au cinéma finalement de voir les gens avant le film, c'est rigolo, machin, etc. Et donc finalement, oui, ça a un énorme effet sur les jeunes, mais les adultes ne sont pas du tout immunisés, parfois même ils sont plus touchés. J'ai eu l'occasion de voir dans une église, pendant une cérémonie funèbre, une personne avec son portable qui regarde YouTube tout à côté de moi, et puis en même temps, il y a une autre où son téléphone sonne, elle déclic, et puis après ça ressonne. Donc, mais tu parlais du temps passé. Eh bien, c'est pas rare de voir que pendant toute une nuit, les gens sont en train de regarder des contenus. Mais le problème, justement, au-delà de la question physique, perte du temps, c'est que les contenus sont faits pour accrocher, et pour accrocher, on va donner le sensationnel, le vulgaire et tout. Et tous ces gens-là, y compris les adultes, vont regarder des contenus qui, disons, sexualisent les rapports humains, qui individualisent les façons de penser, et ça détruit le réseau social, les relations sociales. Alors effectivement, c'est pour ça qu'il faut avoir en tête que le cerveau humain, il fonctionne sur deux types de pensées. On a ce qu'on appelle la pensée heuristique, c'est la pensée de l'instant. C'est des choses qui nous font réagir tout de suite, une couleur. Si j'aime le melon, je vois un melon, je suis content, ce genre de choses-là, les raccourcis, les clichés. Voilà, le cerveau, il fonctionne comme ça. Et ensuite, on a la pensée critique. La pensée critique demande plus d'efforts, plus de réflexion, plus de recul. Et c'est se dire, oui, bon, en fait, ce que j'ai vu là, est-ce que c'était vraiment intéressant? Qu'est-ce que ça m'apporte?
humainement, c'est normal d'être attiré par des contenus qui vont nous faire réagir sur des émotions basiques. Je vais rire, je vais avoir peur, je vais être inquiet, ça joue dessus. Maintenant, c'est pour ça qu'il est important à notre... notamment c'est le cas de l'association Open Space, une de nos missions, c'est d'outiller et d'éduquer le plus de personnes possible justement à se dire, ce n'est pas parce qu'on vous le met sous les yeux que forcément c'est bon pour vous, que vous êtes obligé de faire comme ça. Il y a aussi un travail à faire sur soi, se poser des questions, se dire quel est mon rapport au contenu, parce que ça peut devenir une vraie addiction, et surtout le rapport à l'ennui. Moi, je l'ai expérimenté. Je lisais quelque chose sur le fait que maintenant, même les plateformes de streaming, quand elles conçoivent des films ou des séries, demandent aux scénaristes de dire, d'établir toujours un personnage, de rappeler ce qui se passe, parce qu'on sait que les personnes qui regardent le film ont leur téléphone dans la main et qui font deux choses en même temps. Ouais, les séries sont créées en faisant en sorte qu'elles soient un deuxième écran, en fait. Parce que les gens souvent scrollent devant Netflix, Amazon Prime, etc. Et je me suis rendu compte moi-même, qu'en regardant un début d'une série ou d'un film qui m'intéressait, que j'avais envie de prendre mon téléphone parce que mon cerveau n'avait presque pas le temps que l'histoire se mette en place. Et là, je me suis dit, là, il y a un problème. Là, ça veut dire qu'il faut que je reprenne le contrôle. Il faut que je me pose la question sur pourquoi j'ai cette sensation d'ennui si rapide et se rappeler que justement, c'est normal aussi de laisser le temps au cerveau de ne pas être toujours happé par une information. Parce que c'est ce qui est aussi devenu dangereux, c'est que ça a ses avantages, évidemment. Mais il faut avoir un équilibre comme dans toute chose et se dire, ok, là, il y a des moments où je dois laisser mon cerveau sur pause, laisser mon cerveau respirer un peu. Alors, nous avons une question qui nous vient du public. Présente-toi et pose ta question. Je suis Madame Siflet Kaïta, donc en troisième année de licence créole. Et j'ai une question pour ces deux messieurs. Pensez-vous que l'utilisation des réseaux sociaux favoriserait le cyberharcèlement? Si oui, comment s'en protéger? Belle question. Allez, qui répond? Alors, je noterai que la question ne finit par que si oui. Donc je pense qu'il y a déjà la réponse dans la question. Et effectivement, mais c'est un sujet important à aborder, effectivement. Le cyberharcèlement, donc, pour rappel, c'est le fait de harceler en ligne quelqu'un, soit en lui envoyant énormément de messages, des messages qui peuvent être violents, qui peuvent être à caractère sexiste et tout ça, qui peuvent jouer sur les caractères discriminants. Donc oui, indubitablement, il y a un phénomène d'anonymisation. Je suis derrière mon écran, je suis tout permis, je ne risque rien, je ne crains rien. Et donc ça désinhibe les comportements, notamment les comportements toxiques. Et il y a énormément de personnes, effectivement, beaucoup de situations de cyberharcèlement. Et c'est un vrai enjeu, même juridique, puisque quand bien même parfois il y a un listing avec les noms de comptes, ce genre de choses-là, très souvent on a encore trop de situations où le droit estime que les comptes ne sont pas reliés à un nom individuel, où ça demande plus de recherche qu'il le faudrait pour l'enquête, et que ça aboutit sur des non-lieux, malheureusement. Mais oui, c'est un vrai fléau. Tu veux ajouter quelque chose? Alors, moi, je voudrais ajouter que, justement, c'est devenu le lieu des règlements de compte. C'est-à-dire que dès que quelqu'un a un litige qui conduit au harcèlement à l'école, mais quel que soit le litige, on fait des réseaux sociaux pour insulter, dénigrer. Et la période dans laquelle nous sommes de campagne électorale nous a montré que tant en France qu'en Martinique, les réseaux sociaux sont criblés de production, de publications qui insultent, qui dénigrent, qui caricaturent le visage, qui mentent, qui disent celui-là c'est un voleur. Il y a cette réalité-là qui dépasse les enquêtes contre le harcèlement. Mais ça m'amène à élargir la question parce que tu as parlé des followers. Les gens ne s'imaginent pas que c'est une stratégie justement des grands groupes pour disposer de visages de jeunes filles maquillées, de jeunes sportifs, pour défendre le système. Et donc, ces followers-là ont non seulement l'argent lié au nombre de gens qui suivent le réseau, mais en plus, ils ont des cadeaux très importants. Et pour terminer ma question, je dirais que la guerre qui se passe dans le Moyen-Orient, on a parlé du Qatar et tout ça, nous a permis de voir qu'il y a énormément
d'influenceurs et d'influenceuses qui sont installés dans les hôtels les plus luxueux, qui ont toutes sortes de choses pour faire ce travail-là que le petit jeune chômeur regarde et imite. Alors, votre sentiment sur cette histoire de follower, d'utilisation monnayée des réseaux sociaux? Finalement, c'est pour moi l'extension de l'économie de l'attention, finalement, simplement. C'est, enfin, pas l'extension, la conséquence directe de l'économie de l'attention. Comme je l'ai dit, l'objectif, c'est d'attirer l'attention. On ne cesse de le dire, finalement. L'objectif, c'est quand même d'attirer l'attention, etc. Donc, forcément, dans une économie, dans un monde capitaliste où l'attention des gens est tellement précieux qu'il peut vraiment créer de véritables phénomènes. Il peut pousser des gens à voter, il peut pousser des gens à vraiment rendre un produit, comment expliquer ça, rendre un produit quasiment incontournable. Je vais vous prendre l'exemple de quelque chose qui, de mon point de vue, ne semble quasiment absurde. C'est l'exemple des laboubous. C'est quoi? L'exemple des laboubous, en fait, ce sont des petites peluches créées par un artiste. Et simplement, une star a commencé à les collectionner. Et petit à petit, des personnes ont commencé à les acheter, etc., à les collectionner. Et ça a fait un véritable raz-de-marée. Aujourd'hui, il y a, je ne sais pas si ça n'a pas fait de succès ici, étant donné qu'on n'en trouve pas ici, mais en France, aux États-Unis, etc., ça a vraiment fait un raz-de-marée, ça a généré des milliards et des milliards d'euros. Donc forcément, quand on voit qu'une star qui a commencé à collectionner une petite peluche, en plus une peluche pas très jolie, a réussi à faire exploser quelque chose comme ça, à générer des milliards de dollars, quasiment d'un claquement de doigts, j'allais dire, je trouverais presque normal, mais c'est pas si étonnant finalement qu'on voit des gens, des influenceurs, à qui on donne des cadeaux, qu'on met dans un environnement aisé, qui arrivent justement à se mettre dans un environnement très aisé pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils font déjà. Alors, sur cette question-là, effectivement, moi, je rappellerai que on a toujours eu besoin de figures héroïques ou de se rattacher à des figures qu'on mettait un peu au-dessus. Il y a les sportifs, les athlètes, les acteurs. Donc, cette glorification de la célébrité, elle a toujours existé. Maintenant, elle prend forcément des formes très différentes. Maintenant, je rappellerai aussi que les réseaux sociaux, c'est un outil. Autant, effectivement, on peut se dire qu'il y a énormément de personnes qui ont eu succès sur les réseaux sociaux et qui sont restés dans une démarche purement mercantile, même dans leur rapport aux followers, la construction d'une communauté qui va consommer, donc qui vont pouvoir être redistribués directement ou indirectement. Et je rappelle qu'il y a quelques années encore, ils pouvaient le faire sans la mention collaboration commerciale sur la vidéo. Donc ça, il y a eu travail aussi de fait en France sur la loi qui permet ça. Mais dans un autre sens aussi, il faut se dire qu'il y a aussi des communautés positives qui se créent. Il y a des communautés sur l'écologie. En France, par exemple, le compte du jeune engagé. En Martinique, on a une jeune artiste, Loulou Poésie, qui a cartonné sur les réseaux, qui est passée en quelques semaines jusqu'à 74 000 personnes qui déclament des poésies en créole. Et c'est aussi un facteur positif. Les réseaux sociaux, c'est un outil. Évidemment, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc les personnes qui sont malveillantes, ou en tout cas qui ne réfléchissent pas au fait qu'on est dans un système qui est basé sur l'appropriation et sur l'exploitation en fait de l'attention des personnes, des revenus. Évidemment, dans une zone comme ça, il y a beaucoup de personnes qui vont préférer faire le choix de se dire le système est comme ça, je ne fais qu'en profiter, et moi je peux comprendre. Vous m'avez dit, même aujourd'hui, vous me dites, Alexandre, on te propose de devenir une star des réseaux sociaux et toute ta famille est à l'abri pour 10 générations. Je vous avouerai que j'y réfléchis quand même. Je pense pourtant être très attaché à mes valeurs, mais voilà, ma mère est très importante pour moi, ça serait forcément compliqué de dire je balaye tout d'un revers de la main. Par contre, et c'est pour ça qu'il faut avoir conscience de ça, ce sont des systèmes, ce n'est pas une fatalité. Ça veut dire que se dire oui, le système est comme ça, je fais comme ça, c'est un discours simpliste et facilitant. Les gens aiment beaucoup les discours simplistes et facilitants actuellement, mais on peut se dire aussi, et
ça demande plus de ressources et ça demande beaucoup de temps. Et puis surtout pour les jeunes qui nous entendent, c'est pas si facile que ça de devenir créateur de contenu. Ça demande d'avoir du contenu, ça demande d'avoir de la discipline, ça demande d'avoir de la régularité, ça demande d'avoir de la motivation, parce qu'il y a aussi la santé mentale qui entre en jeu sur ces éléments-là. Mais en tout cas, oui, forcément, il y en a énormément qui profitent du système et qui mettent en place des systèmes économiques qui vont dépendre de l'attention de leurs followers. Mais ça permet aussi, de l'autre côté, et c'est ce qu'il faut encourager, c'est pour ça qu'il faut avoir un regard citoyen sur ces éléments-là, de faire émerger d'autres moyens de communication et des éléments positifs également. Alors, on va passer justement à cet aspect d'opportunité et possibilité de faire des choses intéressantes avec les réseaux sociaux, mais je veux rappeler que nous avons noté qu'il y a des problèmes de santé physique et mentale qui se posent pour tout le monde. D'abord parce qu'on est désorganisé dans son temps, on a des pathologies qui se créent, l'addiction et tout, mais en plus ça crée des dissensions dans les relations sociales, et puis surtout un enchaînement, une addiction, comment dirais-je, une dépendance technologique et financière très grave. Mais je veux ajouter simplement, avant qu'on passe aux opportunités, sur le danger. Parce que quand on ouvre, par exemple, j'ouvre la page YouTube ou bien certains, 80% des contenus qui sont proposés au départ sont excessivement dangereux. Tu as parlé de masculinisme, etc. Mais même pour des questions de sécurité publique. Alors, j'ai lu notamment dans le site Fondas Créole, je reprends après lui, que le monsieur qui est mort de la morsure d'un serpent, il y a quelque temps, avant d'aller chez le médecin, il est allé sur ChatGPT pour voir qu'est-ce qu'on fait en cas de morsure de serpent. Il en est mort. Mais au-delà de ça, je vois des choses qui sont effrayantes. Vous êtes trop longtemps resté sans faire ça. Et puis on te montre des montages électriques bizarres. Il faut consommer telle plante, il faut manger ceci, cela, venant de gens qui ne connaissent strictement rien et qui mettent en danger la santé publique. Donc ce danger-là, comment le combattre avant de passer aux opportunités? Encore une fois, ça passe par ce qu'on appelle l'éducation aux médias et à l'information. D'où son importance aussi dans le cadre scolaire, dans le cadre éducatif de manière générale, c'est une information est toujours construite. Ça n'arrive pas comme ça. La manière dont on va la raconter, la manière dont on va la transmettre, qui la transmet, tout ça sont des choses qui doivent être interrogées. Alors c'est sûr qu'on n'a pas le temps de réfléchir, de vérifier toutes les informations qu'on a. Par contre, c'est une information qui est importante, qu'on s'apprête à partager ou à laquelle on donne du crédit, c'est toujours important de se poser la question. Qui transmet cette information? Est-ce que moi, je peux la vérifier? Est-ce qu'elle est sourcée? Donc, sourcée, c'est est-ce que je sais de quelle recherche ça vient, de quelle thèse ça vient, de quelle mémoire ça a été écrit? Et est-ce que je peux recouper cette information? Et ça, c'est très important, c'est vraiment la base pour les réseaux sociaux comme pour les médias et l'information de manière générale. Par exemple, tout ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est pas vrai parce que M. Saé, parce que Tidiane et parce qu'Alexandre l'ont dit. C'est vrai parce que vous pouvez faire les recherches dessus, vous pouvez sourcer ces informations, vous pouvez les croiser. Et c'est ça qui est important. Et se rappeler que les outils d'IA génératifs comme ChatGPT, elles sont programmées par des humains comme nous qui ont des